Le Bénin fait peur à l'international. Le Bénin a un potentiel culturel extraordinaire. Au Sénégal, il n'y a pas de grands projets qui se déroulent où je ne suis pas impliqué directement ou indirectement. Vous êtes chanteur, formez-vous dans le secteur où vous êtes. Sinon, vous allez rester au Bénin et la musique restera au Bénin. Le Grand Théâtre de Dakar, qu'est-ce que c'est? Quand c'est quand même important, ça se passe au Grand Théâtre. Notre socle de développement passe nécessairement par la culture. La Chine l'a fait, les Américains l'ont fait, pourquoi pas nous? Pourquoi est-ce que les artistes doivent comprendre les enjeux des droits d'auteur? Nous avons la chance au Bénin d'avoir un président businessman. Cotonou Boy Show. Ladies and gentlemen, bienvenue sur le Cotonou Boy Show. Oyanambe Nastinesta, mes amis m'appellent Daniel Cause I Sleep, Where the Lions Eat. Alors cette semaine, on va au croisement du théâtre, de la musique et du droit. Nous recevons le directeur artistique et de la coopération du Grand Théâtre de Dakar. C'est un formateur reconnu sur les droits d'auteur et sur plein d'autres disciplines qu'il partagera avec nous. Et c'est également un producteur de rap. Notre invité, c'est Monsieur Samba Diaité, une figure de la scène culturelle sénégalaise qui fait le lien entre création, structuration et bien sûr transmission. Dans cet épisode, on va parler de scène, on va parler de propriété intellectuelle, on va parler de ce que signifie produire une artiste rap aujourd'hui au Sénégal, on va parler de la responsabilité des artistes, on va parler de parcours inspirants et de la manière dont l'Afrique peut bâtir sa propre industrie du spectacle solide et indépendante. Bienvenue dans cet échange entre passion, vision et engagement. Bonjour Samba. Bonjour Dani. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Mais c'est un grand plaisir partagé et voilà, enfin je vois Dani, l'homme qui fait vibrer Cotonou. Oh, en tout cas, j'ai eu la chance et cette merveilleuse occasion de découvrir un peu tout le travail que tu es en train de faire. Et à travers toi, saluer les fidèles auditeurs qui sont scotchés, saluer toute la population béninoise, saluer tous ceux aujourd'hui qui reconnaissent cette voix et dire que la bonne heure, ça se passe avec Dani. Merci beaucoup. Merci. Donc, tu étais là à Cotonou dans le cadre d'une formation sur le festival Dalash, c'est ça? Tout à fait. J'ai eu l'honneur d'être invité par le Dalash Festival, l'édition 2025, qui marque ses 10 ans. Dire que ça fait 10 ans que j'ai été absent du Bénin. Pour la première fois, je suis venu il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, quand j'ai débarqué au niveau de l'aéroport, j'étais ému d'une façon extraordinaire. Parce que le pays a complètement changé. Et c'est le lieu de féliciter les autorités politiques, étatiques du Bénin pour le travail extraordinaire qu'ils sont en train de mener. C'est le lieu de féliciter toute la population béninoise pour avoir rendu le Bénin vraiment attrayant. En tout cas, nous, on ressent de l'autre côté une vibration extraordinaire du Bénin. Le Bénin est super propre, le Bénin est beau, le Bénin est accueillant. Venez visiter si vous n'êtes pas encore venu au Bénin. Merci beaucoup. Ça, quel message. On prend avec beaucoup d'humilité. Et merci beaucoup pour ces bons mots pour la population béninoise. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu te présentes, Samba? Tu as tellement de casquettes que je vais te laisser te présenter toi-même. Aujourd'hui, quand on te rencontre, comment tu te présentes? Je dirais que Samba Diaité est un Sénégalais du sud de la Casamance, du sud du Sénégal. Je viens dans une région du sud du Sénégal qui s'appelle la Casamance, où je suis natif également de Dakar, de la capitale, mais c'est un pays quand même qui est extraordinaire, qu'il faut aussi venir découvrir parce que c'est le dieu de la teranga. Je suis entrepreneur culturel, je suis entrepreneur social parce que ayant évolué pour beaucoup dans le social développement, avec le milieu associatif où on a mené énormément de bonnes choses, d'actions qui rentrent dans le cadre social. Et la casquette aujourd'hui qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis, parce que ma passion m'a amené à la profession,
c'est cette casquette d'entrepreneur culturel. Entrepreneur culturel où je suis manager, producteur, aujourd'hui directeur artistique du Grand Théâtre de Dakar. Je suis initiateur de la première école de formation de musique appelée Djigeni Academy Music, Jam School 221, qui est basée au Sénégal, qui ne forme que des femmes dans la pratique d'instruments de musique. Également, je suis producteur d'artistes et j'ai opté comme choix de ne travailler qu'avec des femmes. Donc, je fais partie des rares managers, des rares producteurs qui ne travaillent qu'avec des femmes parce que croyant essentiellement que pousser les femmes aujourd'hui peuvent permettre à ce qu'on puisse avoir une autre vision inclusive, en tout cas de notre Afrique, de notre chère Afrique. Mon père, c'est mon idole, ma mère, c'est ma référence. Ok, d'accord. Très belle présentation. Alors, le titre avec lequel tu travailles au jour le jour, c'est celui de directeur artistique et de la coopération du Grand Théâtre de Dakar. Mais comment tu arrives là? Parce que j'imagine qu'il y a un parcours, tu es un entrepreneur culturel. Est-ce que tu avais une appétence pour le théâtre de base ou pour la musique? Comment est-ce que tu te retrouves là? Et même, c'est quoi le Grand Théâtre de Dakar? Tout à fait. Ouais. Moi, j'ai commencé mes débuts dans la culture. Je vais présenter, en fait, je vais raconter un peu une petite anecdote. Quand j'ai fini mes études préscolaires, etc., je suis arrivé en capitale à Dakar. Comme tout bon jeune, j'ai tout de suite eu la chance de travailler dans une structure d'études de marché où on positionnait des produits. N'importe quel produit que vous me donnez, je peux vous dire c'est quoi sa place sur le marché, en fait. Je gagnais bien ma vie, en fait. Et comme par chance... donc c'est un travail de marketeur, en fait. Tout à fait. Je faisais des études de marché, ça veut dire... comme par chance, j'avais un ami français qui vivait avec moi dans un appartement. À chaque fois que je me levais, j'allais au travail. Il était dans sa chambre, dans son appartement, devant son ordinateur, devant ses platines, devant son écran et tout. Et un bon jour, je me lève, je lui dis, toi là, comment tu fais pour vivre? C'est quoi ton travail? Le gars me dit que lui, il est dans la culture et qu'il est ingénieur de son. Je me dis, ok, et tu arrives à gagner de l'argent, etc. Il me dit, oui. Moi, je fais des fois des coups où je me retrouve avec 2,5 millions, avec 3 millions, avec 5 millions. Ça dépend des types de projets que j'ai. Il a commencé à me montrer des clips, des vidéos, etc. Donc, j'ai fait les liens. Je vois que les artistes, c'est des jet-setters. Les clips, c'est tellement joli. Ils sont dans des endroits paradisiaques. Je me dis, bon, il me fait de faim. C'est des gens, quand même. Je pense que ce secteur-là, c'est là où je dois être. Parce qu'aujourd'hui, ma profession... dans lequel je valsais, cette profession-là me permettait de positionner des produits. Donc, si je travaille dans ce secteur, je peux encore apporter ma touche à la chose. Comme ça, je suis rentré aussi avec un slogan, « Bossez moins, vivre cool ». Et tu as raison, c'est ça qu'on cherche. Donc voilà, je me dis, bon, inutile de me taper encore des journées de travail très longues, mais je vais essayer de faire comme ce Michel-là. Je me suis approché de lui. J'ai commencé d'abord par une formation en technicien de son. J'ai fait partie des premières promotions de la formation de technicien de son au niveau de l'Institut français de Dakar. Ensuite, je ne me suis pas tellement senti épanoui parce qu'il n'y avait toujours pas ce lien-là que je voulais avec le travail que je faisais. Je me suis intéressé aux artistes et je me suis rendu compte qu'il faut beaucoup travailler pour vivre cool. Mais quand la mayonnaise prend, tu peux bosser moins et vivre cool. Donc, c'était ça, la petite anecdote qui a fait qu'aujourd'hui, je me suis approché du secteur de la culture. J'ai eu la chance de travailler avec de grands noms. Au Sénégal, il n'y a pas de grands projets qui se déroulent où je ne suis pas impliqué directement ou indirectement. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a une certaine assise qui est là. Je pense que l'un des plus grands festivals mondial, en tout cas culturel, c'est le Festival mondial des arts nègres. J'ai eu la chance d'être régisseur adjoint dans un site et pendant 2 mois, j'avais la formation des techniciens et régisseurs de spectacles africains qui étaient regroupés au niveau du site de biscuiterie où j'avais en charge la formation. Et durant l'exécution du festival également, c'était moi qui assurais toute la régie au niveau... Mais ça, c'est un festival immense, ça. Parce que j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas si tu peux nous situer, vraiment nous expliquer c'est quoi ce festival. Il paraît que c'est un festival qui a lieu une fois tous les
Enfin, toutes les dizaines d'années ou même plus. C'est exactement ça. Ouais. C'est quand même un festival qui a eu à être initié par le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, et qui en a eu que 3 exécutions. Dernier en date, c'est avec le président sortant Abdoulaye Wade, qui avait tenu à ce qu'on puisse consolider cet acquis-là au niveau africain, parce qu'il a compris que le développement de notre pays passe nécessairement par la culture. Et ça nous a permis aujourd'hui, le Festival mondial des arts nègres, de changer tout notre parc logistique du pays, parce qu'il fallait accueillir d'importantes personnalités publiques, personnalités politiques, personnalités culturelles du monde de la culture, de grands noms, en tout cas de grandes figures de la musique mondiale se sont retrouvées au niveau du Sénégal grâce au Festival mondial des arts nègres. Plus de 3500 artistes qui étaient sur place. Donc imaginez combien l'économie avait bougé, que ce soit du côté du tourisme, que ce soit du côté de l'éducation, de la santé. Tout fonctionnait en même temps et pendant un mois, Dakar vibrait de par les rythmes africains, de par les rythmes mondiaux. Et ça, c'est grâce au Festival mondial des arts nègres. L'impact était réel parce que ça nous a permis, après le Festival mondial des arts nègres, de voir des infrastructures culturelles mais vraiment poussées et réfectionnées pour certains, équipées pour d'autres, réaménagées encore. Et ça a changé un peu la couleur, même la perception qu'on avait du Sénégal en termes visuels. Ça, c'est des impacts quand même qui étaient réels, sans compter l'économie que ça avait généré. Donc, pour nous, nos pays africains doivent penser à revoir leur politique en se disant que l'avenir, même pas l'avenir, notre présent, notre développement, notre socle de développement passe nécessairement par la culture. Et c'est par la culture qu'on peut nous se positionner sur le plan mondial. La Chine l'a fait, les Américains l'ont fait. Pourquoi pas nous? Même les Européens, en fait, quand ils ont voulu nous coloniser, c'est par la culture qu'ils sont passés. Ils nous ont montré qu'on ne valait rien du tout, qu'on s'habillait mal. Aujourd'hui, c'est le modèle culturel qui est là. C'est la tenue qui est là. On a pris ce complexe-là, en fait, de dire on s'habille africain. Et ça devient une marque d'identité. Et ça, pour nous, c'est important parce que la vie, tout est culturel. De par la maison jusqu'à l'école, jusqu'au bureau, tout est culturel chez nous. Mais ça me permet de te poser une question qu'on se pose beaucoup ici, et de ta position, je pense que tu peux nous éclairer. Tu sais, depuis quelques années, le Bénin accueille des gros événements, des gros festivals, et il y a cette priorité-là qui a été mise sur la culture avec les festivals comme We Love EA, comme Vodou Days. Est-ce que tu peux nous expliquer de ton expérience en quoi ce type d'activité est bénéfique pour le pays? Ben, il n'y a que des points positifs en fait là-dessus. J'ai donné l'exemple du Festival mondial des arts nègres. C'est exactement la même chose. Avec une volonté étatique, avec aujourd'hui une fusion de la population béninoise, surtout des acteurs culturels béninois. Aujourd'hui, moi, je reste convaincu que le Bénin peut être la capitale africaine, en tout cas en termes de développement culturel. Pourquoi je le dis? Parce que nous qui avons un regard extérieur du Bénin, ce que nous recevons, en tout cas de cette vibration-là, de cette fibre-là, c'est-à-dire de ce fibre volcanique, en tout cas qui arrive pour le reste africain du monde entier, c'est que le Bénin est en plein essor. Le Bénin fait peur à l'international. Aujourd'hui, le Bénin a un potentiel culturel extraordinaire. Pour anecdote, nous, quand il s'agissait de repousser la Biennale de Dakar, tout le monde se disait, écoute, le Bénin va nous arracher la Biennale de Dakar. Donc, c'est juste pour dire combien aujourd'hui le Bénin est reconnu sur le plan international culturellement parlant. Le fait d'organiser des événements pareils, de faire venir le monde entier autour de ces festivités-là, fait bouger en même temps l'économie du pays. Locale, Le tourisme se développe d'une façon extraordinaire. Je l'ai dit, la destination béninoise se doit d'être encore plus vendue. Aujourd'hui, il faut voir, pour le croire, le Bénin est en chantier. Moi, j'ai été extraordinairement ému de voir que dans même le comportement du Béninois, il y a aujourd'hui cette fibre-là qui est naissante et qui commence à se dire OK, maintenant, je suis béninois. Je me reconnais comme béninois. Et ça, je pense que c'est important. Le Bénin est devenu très, très propre. J'ai fait le tour un peu
ce que je constate, c'est que le matin, quand les bonnes femmes se réveillent dans chaque maison, ils balaient leur maison et ils balaient l'alentour de leur maison. Ce qui fait que c'est propre, la ville, elle est propre et c'est en plein chantier. Et pour moi, mener des activités culturelles de la sorte peuvent aujourd'hui favoriser non seulement le dialogue dans le cadre de la coopération culturelle. Tantôt, je disais que je viens du Grand Théâtre de Dakar, qui est une direction de l'État du Sénégal rattachée au ministère de la Culture. Et nous avons pour vocation aujourd'hui de développer ce potentiel de la diaspora africaine. Disons que la diplomatie culturelle passe, en tout cas chez nous, par le Grand Théâtre. À travers ces événements que vous menez ici, la diplomatie culturelle passera nécessairement, en tout cas comme outil, comme socle de développement de ce pays-là. Donc, je suis tout à fait à 100% d'accord et appuyer également cette volonté étatique pour que ces initiatives-là puissent générer. Je rêve d'une 10e édition du Dalash qui va regrouper tout le secteur des cultures urbaines africaines, voire même mondiales, peut-être pour la 11e édition. Et c'est important. Mais là, on est entre, disons, professionnels de la culture. Il y a des termes que j'aimerais que tu expliques de manière simple et basique pour tout le monde. La diplomatie culturelle, c'est quoi et ça sert à quoi? Comment on peut faire de la diplomatie avec la culture? Comment toi, dans l'exercice de tes fonctions, tu arrives à faire de la diplomatie culturelle? Parce que tu sais, on a un problème, c'est que tout ce qui est culturel ou artistique, dans l'imaginaire collectif, vu que c'est pas quelque chose de tangible, c'est pas quelque chose qui est généralement pris au sérieux, où on ne perçoit pas forcément la valeur. Et il y a beaucoup de gens qui vont te dire, oui, la culture, c'est important, mais ils sont pas capables de te dire où est-ce que c'est important. Ils le disent juste pour le dire. Donc, c'est pour ça que je suis content que tu sois là, parce que tu peux nous expliquer de manière concrète, la diplomatie culturelle, ça correspond à quoi? Tout à fait. Alors, la perception, elle est très, très, très vaste. Moi, je vais donner la mienne pour la simple bonne raison que, pour moi, aujourd'hui, l'appareil culturel est en train d'être développé partout, dans tous les secteurs. Quand on prend la médecine, on voit maintenant des artistes, des thérapeutes utiliser des œuvres artistiques pour venir en aide aux patients. Ça, c'est quand même important et c'est bon à prendre en compte. Aujourd'hui, on arrive à voir dans le secteur du tourisme l'impact de la culture, parce que moi qui suis venu ici au Bénin, pendant une semaine, j'ai été logé, j'ai été nourri, j'ai participé à l'économie, à la valorisation commerciale, même aux échanges commerciaux du pays, à travers mes visites effectuées au marché, à travers mes échanges, en tout cas effectués avec les transports, parce que tout est lié. Mais ça participe réellement à l'économie. Maintenant, quand on parle de diplomatie culturelle, aujourd'hui, quand on associe deux pays, la première donne qui attire l'attention, c'est quand on présente les pays sur le plan culturel, on montre le potentiel, le vécu de ces pays-là, on montre leur identité de par la culture. Et à partir de là, on essaie de voir un petit peu les zones de convergence qui font qu'on se retrouve. Il y a des choses que nous voyons ici au Bénin, que nous avons nous, chez nous. Quand on voit certains tissus que vous utilisez ici, c'est des tissus également que nous utilisons de l'autre côté. Il y a certains... Moi, je vois le Bénin comme exactement le sud de la Casamance, le sud du Sénégal. C'est à peu près les mêmes choses. Quand j'entends j'entends la météo artificielle, ça existe ici, mais ça existe chez nous. Non, mais pour l'anecdote, Fabrice m'a fait venir ici. Fabrice, c'est un jeune que j'ai rencontré il y a 10 ans au Festival mondial des arts nègres. Un gars très très court, mais très dynamique. Très dynamique. Big up à lui, Fabrice Kossi, je le voyais régisseur devant l'éternel. Parmi une cinquantaine de personnes qui étaient dans la formation et tout, je voyais un gars très court, mais c'était le gars qui se remarquait le plus parce qu'il se faufilait de partout. Et à travers un de nos collaborateurs qui avait une formation qui regroupait des Africains, c'est comme ça que j'ai connu Fabrice et d'autres frères africains. Et depuis lors, on ne s'est pas lâché. Il m'a amené ici. Pour l'anecdote, je participe à une formation en termes d'organisation événementielle. Dani, écoute bien, j'ai fait mon business model, j'ai fait tout le budget, j'ai dit aux gars, maintenant, nous avons tout ce qu'il faut pour faire notre événement. Quelqu'un dans la salle lève la main.
monsieur, votre événement n'aura pas lieu. J'ai tiqué, quoi. Je dis, ben, écoute, ça fait des années que je fais ça. Et chez moi, c'est mon quotidien. On me dit que ça ne va pas avoir lieu. Parce qu'il y a un élément qui n'a pas été intégré. Je dis, c'est quoi? Il me dit, la météo artificielle. La météo, ah oui. Non. Mais ça, ces technologies-là, le plan ne l'a pas. On se doit de protéger ces technologies et de voir comment valoriser ça. Donc ça, pour nous, c'est de petites choses qui sont quand même importantes et qu'il faut aussi prendre en compte dans ce que nous faisons, en fait, et qui peuvent nous permettre d'aller très, très, très loin. Moi, je reste convaincu que si aujourd'hui, le Béninois se met ensemble, parce que la remarque, c'est que le Béninois a un potentiel extraordinaire qu'il n'a pas encore la maîtrise. C'est important de faire voyager le Béninois. Si le président de la République du Bénin arrive aujourd'hui dans ses visites internationales à bouger avec des artistes béninois dans chaque pays, quand je dis artistes béninois, je fais référence également aux acteurs culturels béninois. Dans chaque pays où il va s'échanger, il va les amener et ces gens-là vont essayer de créer des collaborations avec d'autres frères artistes ou acteurs culturels d'autres pays. Nous allons aujourd'hui faire non seulement connaître le Bénin, mais le Bénin va avoir un retour sur investissement extraordinaire. Et ça, c'est la diplomatie culturelle. C'est ça qui avait été la force du Sénégal, de par le premier président de la République, Léopold Sédar Senghor, qui a compris que sortir de son pays, parler de dynamique politique sans pour autant intégrer l'aspect culturel, reste un vide derrière. Et ce qui reste, c'est le mindset béninois. Ce qui restera quand tu vas quitter le Sénégal ou quand je vais quitter le Bénin, c'est aujourd'hui toute la valorisation culturelle, en tout cas de chez moi, que je reste de l'autre côté. Et ça, c'est quand même important. Merci beaucoup. Alors, le Grand Théâtre de Dakar, qu'est-ce que c'est? Alors, le Grand Théâtre de Dakar, c'est un temple de la culture, si je peux l'exprimer comme ça. C'est l'un des plus grands lieux de diffusion du Sénégal. Par la même occasion, je salue nos deux autorités, le président du conseil d'administration et à travers lui toute son équipe, le directeur général du Grand Théâtre de Dakar, à travers lui toute l'équipe de la direction du Grand Théâtre de Dakar. Le Grand Théâtre de Dakar est un lieu culturel, un patrimoine culturel qui a pour vocation aujourd'hui de valoriser le potentiel de la diaspora culturelle. En tout cas, parmi ses missions, c'est de développer le théâtre en particulier, de développer les arts du spectacle, en tout cas au niveau mondial. Et nous avons des salles de production, nous avons une salle de 1800 places, un espace multifonctionnel de 500 places, un espace multifonctionnel de 1800 places. On est en train également de mettre une salle, en tout cas polyvalente, qui sera escamotable de 1200 places. On a un esplanade de 3000 mètres carrés, en tout cas le plus grand lieu de diffusion en Afrique de l'Ouest actuellement se trouve au niveau du Grand Théâtre de Dakar. C'est une direction de l'État rattachée à la direction de la culture qui est en format épique, c'est-à-dire que nous avons un appui du ministère de la Culture, mais également qui a un fonctionnement indépendant. Ça, c'est le Grand Théâtre de Dakar. Et nous accueillons énormément de productions, en tout cas de grosses productions. Quand c'est quand même important, ça se passe au Grand Théâtre. Ok. Et quel est ton rôle exactement en tant que directeur artistique et directeur de la coopération? Tout à fait. Alors, disons que le cœur des métiers du Grand Théâtre de Dakar est assuré par ma direction, qui est la direction artistique et de la coopération. Aujourd'hui, c'est le lieu de voir tout ce qui est développement artistique, en tout cas tout ce qui est production artistique, ça passe au niveau de la direction artistique. De par la conception de projets, de par aujourd'hui le choix des artistiques, de par l'organisation post-scénique, tout ça est encadré et organisé par la direction artistique. Aujourd'hui, nous mettons également à disposition des espaces de production qui permettent aux artistes de pouvoir répéter, de pouvoir créer, de pouvoir construire des choses dans le lieu, dans la finalité aujourd'hui de diffusion sur la scène. Et donc, nous, notre rôle part de l'aspect préparatoire, d'aspect d'abord idée mis sur papier pour que ça soit projet, de l'aspect aussi préparatoire pour que ça soit aujourd'hui
cohérente et organisée sur le plan scénique, et accompagnement également pour la diffusion, pour que le public final puisse aujourd'hui ressortir de là avec des émotions qui permettent aujourd'hui de dire aux artistes, nous sommes satisfaits de notre travail. Donc nous sommes en amont, pendant et après les actions qui tournent autour de la culture. Et voilà, nous avons aussi en charge la programmation artistique et nous avons en charge également ce concept de diffusion de coopération culturelle. Et nous avons pour rôle aujourd'hui de faire valoir le potentiel culturel sénégalais, l'impact également du Grand Théâtre au niveau national et au niveau international. Donc c'est ça le rôle de façon générale et qui est rattaché vraiment à l'atteinte des missions du Grand Théâtre de Dakar. Ok, mais de manière plus pratique, comment est-ce que tu sélectionnes ou comment est-ce qu'avec ton équipe, vous sélectionnez les spectacles, les projets ou les artistes? Parce que j'imagine que vous recevez énormément de projets. Comment est-ce que vous faites le tri? Alors, nous avons une vision inclusive. Nous ne sommes pas une direction qui s'enferme dans nos bureaux pour élaborer des projets. Certes, on peut le faire parce qu'on a l'expertise. On a des gens qui sont quand même doués avec des expériences, des années d'expérience en termes de rédaction ou en termes de conception ou en termes de trucs. Ça, on peut le faire. Mais depuis la venue de la nouvelle direction, nous avons toujours eu une vision inclusive qui permet aujourd'hui aux acteurs eux-mêmes de venir nous proposer des projets et d'être dans l'équipe de sélection par rapport aux meilleurs projets qui peuvent aujourd'hui valoriser la programmation pour le bien-être du grand public. Donc, c'est des gens qui sont avertis, c'est des gens qui sont expérimentés, qui travaillent autour de la direction artistique et qui aujourd'hui ont ce privilège-là de porter des projets ensemble avec la direction artistique pour une diffusion scénique. Donc, chaque année, nous avons à peu près une vision annuelle de la programmation, mais chaque trimestre, on fait un petit point pour évaluer les meilleurs projets qui vont être présentés au cours du trimestre et qui vont être exécutés dans le cadre de la programmation du Grand Théâtre de Dakar. Mais on est ouvert et comme je le dis, l'objectif également, en tout cas l'un des objectifs qui fait qu'aujourd'hui je suis là, c'est l'ouverture vers le reste du monde, l'ouverture vers l'Afrique à travers nos dignes fils africains, en tout cas qu'on veut valoriser chez nous. Ok, d'accord. Mais une journée basique, une de tes journées basiques, ça ressemble à quoi? Je me lève le matin très tôt, après avoir fait les prières et tout ce qu'il faut, le petit déjeuner, etc., amener les enfants à l'école, regarder si voilà, la femme va bien, etc. C'est aller au boulot. Dès que ça arrive, déjà, il y a un premier point avec l'équipe de la direction. Ensuite, on regarde le planning des activités à faire. Nous avons aujourd'hui l'un des théâtres les plus fréquentés, les plus usités actuellement, en tout cas à l'heure actuelle. Donc, c'est des audiences à n'en plus finir. On reçoit énormément d'artistes qui viennent nous proposer leur activité et on est tenu d'écouter tout le monde. Pour nous, il n'y a pas d'idée mauvaise. On écoute tout le monde, on essaie d'accompagner tout le monde. Ceux qui sont, en tout cas, qui ne sont pas à notre portée, on essaie de les orienter parce qu'il y a d'autres lieux de diffusion et les mettre en relation. Ceux qui ont un potentiel qui peut être valorisé, présenté, on les met dans une dynamique de construction, d'accompagnement. Et ceux qui sont vraiment hyper solides, on va direct dans des aspects de production. Donc, c'est à ça que ressemble le quotidien. Et puis, c'est des visites, des déplacements tout le temps dans les différents lieux parce qu'il y a des salles de spectacle pour danse, salles de spectacle pour musique, etc. Donc, c'est une journée où tu passes ton temps à faire du marathon, à recevoir des gens, à voir s'il y a une programmation sur la grande scène. Comment est-ce que cette programmation est tenue et voilà. Sans compter maintenant certaines visites qu'on arrive à faire, certaines sorties presse également qu'on arrive à programmer. Voilà. Donc, voici comment ça se ressemble. D'accord. Et alors, ma question va aller sur le monde du théâtre lui-même. Le monde du théâtre, ici au Bénin, vit beaucoup, dans la plus grande part, de subventions.
Ok. Et je pense que c'est même, en dehors du monde du théâtre, c'est même une question même du monde de la culture. Le monde de la culture vit beaucoup de subventions. Et moi, venant du monde du rap ou du hip-hop, c'est beaucoup plus organique là-bas, beaucoup plus entrepreneur parce qu'on a été influencé par le modèle américain où il faut se réaliser, for us, by us, tous ces discours-là. Et quand je regarde les autres corps artistiques, j'ai l'impression que cette dépendance aux subventions altère ou freine beaucoup la créativité ou les possibilités de créativité. Mais dans le même temps, quand on parle avec les acteurs de ces autres disciplines-là, on se rend compte que soit ils n'ont pas cette vision entrepreneuriale ou ils n'ont pas les outils pour entreprendre, ce qui fait que on a beaucoup de secteurs artistiques qui ne dépendent que de subventions, soit de l'État, soit de la coopération internationale, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai un regard un peu critique parce que je me dis que si on veut faire de la culture, tu veux que ton art te ressemble vraiment, il faut que tu puisses être propriétaire à 100% de ton art. Je ne sais pas ce que tu penses de cette pensée. Qu'en penses-tu? Alors, je pense que c'est une problématique qui est générale. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, etc. C'est une problématique qui est générale. Mais particulièrement en Afrique, c'est vraiment le lieu de s'asseoir et de se regarder en face et de se dire nos vérités. En tout cas, dans le secteur où nous évoluons. Alors, je vais pousser la chose d'abord au niveau macro. Je pense qu'il faut une volonté politique pour qu'il y ait un changement. Nous avons la chance au Bénin d'avoir un président businessman. Quand je dis businessman, c'est parce que tout simplement ce président-là, il a compris que le changement, c'est maintenant. Et il est en train de le montrer de par la création des infrastructures. J'ai eu à visiter des infrastructures culturelles telles que le Bénin n'a rien à envier au reste du monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a mis en place ce qui est nécessaire. À nous de renforcer cela. Ça, c'est un. Deux, il faut que ça continue. Cette politique de l'État ne doit pas s'arrêter. Ça doit également aller dans les profondeurs du Bénin, parce que je n'ai pas encore eu la chance d'y aller, mais ça doit aller dans les profondeurs du Bénin. On doit pouvoir mettre en place un appareil qui permet de pouvoir contrôler tout ça. Je le dis parce qu'au Sénégal, nous avons eu la chance, de par la volonté politique, d'avoir ce qu'on appelle le statut de l'artiste, qui fait qu'aujourd'hui, la profession artistique et culturelle est devenue un métier reconnu. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de dire, moi je suis manager, ou je suis musicien, ou je suis un acteur du théâtre, c'est ma profession. Tu es reconnu comme tel, tu vas aller tu vas payer les impôts, tu vas avoir ta retraite, etc., les cotisations, tout ce qu'il faut, comme un fonctionnaire de l'État, un banquier ou un médecin. Et ça, je pense que c'est des prouesses, en fait. C'est des prouesses que l'État béninois doit mettre en place. Ça, c'est important. L'autre chose, peut-être, qui va choquer, ce n'est pas l'État qui doit nous nourrir, nous. Au contraire, c'est nous qui devons nourrir l'État. Aujourd'hui, si on arrive à mettre en place des concepts aussi d'entrepreneurs, de mettre en place des entreprises, parce qu'à la base, l'acteur culturel derrière, c'est toute une machine derrière, c'est une entreprise derrière. Maintenant, il faut qu'on arrive à mettre en place des entreprises culturelles, mais formées, c'est-à-dire structurées, bien structurées, où il y a un comptable, où il y a un juriste, tout ce qu'on trouve dans le secteur des autres secteurs, c'est-à-dire la comptabilité ou l'éducation, on le retrouve chez nous. Ce qui va faire aujourd'hui, si on est ensemble et qu'on arrive à payer les impôts, c'est nous, en tout cas professionnels, qui vont regrouper ensemble, qui vont permettre à l'État d'avoir de l'argent, parce que c'est nos impôts que l'État va nous accompagner. Ça sera également un fort moyen de plaidoyer pour des changements de comportement. Maintenant, être acteur du théâtre ne doit pas dire qu'on doit être dépendant de subventions. Parce que quand tu es dépendant de subventions, si moi je te subventionne, tu es obligé de suivre ma ligne conduite. Et donc, tu n'as pas cette indépendance-là. Alors que l'artiste, à la base, c'est un indépendant. Si on se met dans ce pot d'indépendant, c'est nous qui donnons la direction, mais ce n'est pas les sous qui doivent nous donner la direction. Donc, pour ça, il faut systématiquement que les acteurs du théâtre travaillent ensemble, revoir leur structuration,
se mettre dans une dynamique d'entreprise formelle. Et ce n'est que ça qui va faire la différence. Merci beaucoup. Mais ça me permet de faire la transition vers une autre problématique que je pense qu'on doit partager avec beaucoup de pays africains, celle des droits d'auteur. Et je pense que c'est pour parler d'édition et de droits d'auteur que tu es à Cotonou et que tu as participé au Festival d'Alash, entre autres. Donc, pourquoi aujourd'hui, on le dit, on le répète, mais pourquoi est-ce que les artistes doivent comprendre les enjeux des droits d'auteur aujourd'hui? Quels sont ces enjeux-là pour les artistes africains? Alors, moi j'étais venu ici... c'est vrai que quand j'étais venu dans la formation, je me disais, bon, OK, il fallait préparer quelque chose d'académique, qui soit un truc. Mais je me suis tout de suite rendu compte qu'en réalité, pourquoi le bureau des droits d'auteur béninois n'est pas vraiment fréquenté par les artistes, c'est parce que tout simplement, peut-être les concepts, la façon dont on le présente, la question des droits d'auteur, etc., était beaucoup... Voilà, c'était trop formalisé de sorte que les gars se disent, non, ça c'est compliqué, je le mets de côté, en fait. L'objectif, c'était de leur dire en 5 minutes ce que c'est que le droit d'auteur, qu'ils comprennent c'est quoi le droit d'auteur pour s'intégrer dans ça. Parce que comme je l'ai dit, le maillon fort, le levier de développement, se doit forcément de passer par la culture. En tout cas, si le Bénin veut faire la transition par rapport au reste du monde, il faut systématiquement que ça passe par la culture. Nous avons une créativité débordante béninoise ici, qui est là. C'est incontesté. Aujourd'hui, il est important pour l'artiste de savoir qu'au-delà, aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas encore cette volonté politique dont je parlais, de l'État du Sénégal pour organiser le secteur, pour qu'on les considère comme étant des travailleurs qui puissent payer leurs impôts, qui puissent avoir des cotisations, des retraites, pensions de retraite, etc. Leur meilleure pension de retraite se trouve au niveau de leurs droits. Et s'ils comprennent c'est quoi leurs droits, ça devient très, très facile. Je les ai dit, le droit commence par un produit. Un produit qui doit être vu sur 3 aspects. Un bien, en tout cas par rapport aux caractéristiques, un bien meuble, c'est-à-dire qu'on peut déplacer, un bien immeuble qu'on ne peut pas déplacer, mais la propriété intellectuelle, qui en tout cas nous intéresse le plus parce que c'est la culture, c'est son aspect abstrait qui fait que sa particularité. Et par rapport à ce dernier point, il est important d'avoir une idée sur le droit moral et le droit patrimonial. Le droit moral qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas donner, le droit patrimonial qu'on peut partager. Et que pour nous, c'est important que l'artiste sache qu'il peut générer énormément de ressources à travers ces produits de droit d'auteur. Donc, nous avons plusieurs mécanismes qui montrent où est-ce que l'argent est soutiré et qui est reversé au niveau de l'artiste. Le bureau des droits d'auteur existe. Si l'artiste n'est pas inscrit dans ce bureau des droits d'auteur, il ne peut pas toucher ses royalties. Ce n'est pas possible. Donc, le premier réflexe de l'artiste, c'est d'aller s'intéresser sur comment est-ce que son écosystème est organisé. Ça fait partie de la structuration. Savoir qui on est, savoir c'est quoi nos objectifs, c'est savoir également en termes de positionnement le milieu professionnel où on se situe et savoir également comment est-ce qu'il faut fidéliser cette évolution-là. Donc, aller au niveau du bureau des droits d'auteur, s'inscrire, permet déjà de te situer dans ton environnement de travail. Ça ne se limite pas là. Ce n'est pas parce que tu es inscrit qu'il faut aujourd'hui arriver, de par le studio, par la création, commencer déjà à aller déclarer les œuvres. Présenter telle œuvre, que c'est moi qui l'ai fait, voici le titre, etc. Le bureau des droits d'auteur te reconnaît de par ta création. Et quand le bureau des droits d'auteur va récupérer l'argent de la collecte de ses biens, cet argent-là va te être reversé. Nous avons aujourd'hui la technologie très développée, des clés USB, des disques durs, des télés, etc. Donc, il y a plusieurs canaux où l'argent de l'artiste est récupéré. Quand la radio passe un son, en playlist, on paye des droits d'auteur. Quand on fait des événements culturels, on paye des droits d'auteur. Quand aujourd'hui, tu vas dans des lieux de diffusion, supermarchés, etc., ils payent des droits d'auteur. Le taximan, vous avez Gozem, si aujourd'hui ils mettent de la musique publique, ils payent des droits d'auteur. Donc il y a plusieurs canaux aujourd'hui pour collecter les droits d'auteur. Et ces droits d'auteur-là sont reversés à l'artiste. Je l'ai dit aussi dans la formation pour certains musiciens ici, il y a ce qu'on appelle aussi le droit voisin, qui fait qu'aujourd'hui, l'artiste lui-même qui interprète ses propres œuvres
reçoit encore de l'argent de par les droits voisins. Sans compter maintenant la vente des CD, sans compter maintenant la technologie qui dématérialise aussi la distribution de par les canaux comme les plateformes de distribution de musique. Ça génère de l'argent. Il y a les radiodiffusions télé, non seulement qui payent les droits d'auteur, mais qui reçoivent des droits d'auteur également. Aujourd'hui, la radio ici qui fait sa playlist et qui donne au bureau des droits d'auteur, nous avons une société des droits d'auteur. Quand l'aspect droit voisin arrive, on reverse de l'argent également à la radio parce que gagnant également ces ressources générées par les droits d'auteur. Donc ça, c'est de façon simple pour que l'artiste puisse comprendre qu'il peut aujourd'hui produire. Nous avons la chance d'avoir comment on appelle encore, des home studios. Où aujourd'hui, même quand tu viens, tu dis tu vas aller enregistrer, tu donnes au droit d'auteur. Le nombre de streams, le nombre d'écoutes, le nombre de passages, etc. est capitalisé. Donc tu restes chez toi, tu crées des choses et tu reçois de l'argent sans pour autant être célèbre. On connaît des artistes qui gagnent énormément d'argent au niveau des droits d'auteur et qui ne sont pas connus qui ne sont pas exposés pas du plus tout. Que ça. Et c'est des millions qu'ils gagnent. Et oui, écoute, ça permet de faire encore une transition vers une autre de tes casquettes. Tu es manager et producteur. Tout à fait. Tout à fait. D'une artiste ou de plusieurs artistes? De plusieurs artistes. J'ai fait l'option aujourd'hui de ne travailler qu'avec des femmes. Dans ma présentation, j'avais dit que mon père, c'est mon idole, mais ma mère, c'est ma référence. J'ai toujours cru que les hommes ont assez fait et qu'il est important aussi de donner la place aux femmes, les encadrer, ne pas les laisser seules, les encadrer pour leur donner le pouvoir. Je crois fort qu'elles peuvent être des champions du changement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois aujourd'hui mon orientation dans le secteur. Et donc, du coup, j'ai eu à partir d'un constat sur le fait que l'environnement culturel, en tout cas africain même, dans lequel j'évolue, surtout sénégalaise, brillait de par son absence de femmes instrumentistes. Et, il était question de combler ce vide. On voyait que des hommes au devant de la scène, les femmes jouaient tout le temps le second rôle. Et le pire des scénarios, c'est qu'ils avaient des problèmes de stigmate. On disait que la place de la femme, c'est à la cuisine. Et que voilà, ceux qui sont venus dans le secteur de la culture, c'est parce que c'est des ratés de l'école, etc. Aujourd'hui, l'évolution a montré qu'on a des femmes hyper intéressantes, hyper diplômées, qui ont choisi la culture. Donc c'est comme ça que j'ai créé la première formation de musique exclusivement composée que de femmes qui s'appelle Djigeni Academy Musique. Qui s'appelle Orchestre Djigeni, rien que des femmes. Et ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai eu à détecter une fille, d'ailleurs, avec qui je suis venu ici, qui a fait vibrer Cotonou. Qui a enflammé la scène de l'Institut français de Cotonou. Big up à Nabachou, qui est aussi une jeune artiste très, très brillante, très talentueuse, avec qui aussi je suis en développement de carrière. Et voilà, donc entre autres, c'est les artistes donc, que j'ai. Un orchestre et une artiste rappeuse. 2 artistes. J'ai une artiste rappeuse et une artiste qui est dans la musique, disons, de chez nous. Ballard, urbaine. Voilà, donc c'est dans ça que j'évolue. Ok, écoute, j'aimerais qu'on fasse un petit zoom sur Nabachou parce que je trouve que son profil est super intéressant. Elle a, je vous invite à aller taper Nabachou sur YouTube. Vraiment, elle a rien à envier aux artistes américaines ou occidentales. Elle est super technique, super rappeuse et avec un look elle est très jolie. Elle est très jolie et elle assume cette image-là de femme moderne dans une société comme le Sénégal qui est à la fois très moderne et très traditionnelle et où la place de la femme est, pour certains, la femme rangée, voilée ou discrète. C'est quoi le projet? Comment est-ce que tu viens avec un projet comme ça? Et surtout, j'ai pas de souvenirs. Je suis quand même la musique sénégalaise depuis longtemps, surtout le rap. J'ai jamais vu de meuf avec ce positionnement-là, en tout cas visuellement. Est-ce que ça a été une volonté dès le départ? Comment tu abordes ce projet-là?
Alors, Nabosho, ça a été une révélation pour moi. On m'avait invité à une émission télé avec une des présentatrices pionnières également de la culture urbaine, en tout cas du pays, Fatim, que je salue au passage, Fatim Si. Dans la discussion, bon, j'étais venu pour échanger sur la thématique de la femme parce que ça m'intéresse toujours, en tout cas dans le secteur de la culture. Paf, je tourne la tête, je me dis, bon, on va faire découvrir des artistes qui viennent de débuter, etc. Je vois une jeune fille avec une tenue assez bizarre, un garçon manqué, tu vois, et qui dégageait un flow, mais extraordinaire en fait. Je me dis, celle-là a quelque chose. Maintenant, la question c'était comment polir faire le diamant. sortir quelque chose-là. On est resté 3 ans. Okay. 3 ans où il était question de modeler, où il était question de l'orienter artistiquement, où il était question de la mettre avec des coachs qui l'accompagnent en technique vocale, en prise de parole, etc. En tout cas, tout l'arsenal qui tourne autour de la valorisation du produit. Parce qu'à la base, je la vois comme étant un produit qu'il fallait modeler, qu'il fallait façonner. Un diamant etc. brut qu'il fallait tailler. Mais excuse-moi de faire une pause sur ça. C'est vraiment quelque chose qui est important en tant que producteur qui produit un artiste et en plus une artiste féminine. J'aimerais qu'on s'arrête vraiment sur tout le travail parce que tu m'as dit, vous vous êtes rencontrés pendant 3 ans. Tu as fait ce travail de calibrage en fait. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Ça n'a pas été évident. Oui. Mais j'ai eu la chance d'abord d'avoir une artiste qui aujourd'hui est à l'écoute. C'est une artiste qui est très, très à l'écoute, en fait. La première fois, je me rappelle, quand on s'est vu, elle m'a dit, quand est-ce qu'on démarre, qu'est-ce qu'on fait, etc. J'ai dit, moi, je ne sais pas. Le jour où je vais savoir où est-ce que je vais aller avec toi, je vais y aller. Mais retiens que pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on modèle ta façon de regarder le monde. Il faut qu'on modèle ta façon de parler. Il faut qu'on modèle la façon dont tu te tiens. Il faut qu'on te relook à 360. Et il était question de la laisser, elle, s'exprimer, se trouver d'abord. Okay. Ça a pris 6 mois, 7 mois. Ensuite, on a commencé avec des coachs, etc. pour au moins commencer à développer autre chose qui n'a rien à voir. Mais je voyais en elle quelque chose qui était là, qui était naturel. C'est son style de rapper, qui était le fast style. Que même les hommes ont peur de faire sur scène. C'est une mitraillette. Voilà. Maintenant, ce qui restait c'est de modeler tout ce côté féminité, qu'elle se sente femme, qu'elle se dit, OK, j'ai la chance aujourd'hui d'embarquer mes autres, disons, sœurs dans ce que je fais, en restant femme, en restant intelligente, parce qu'elle a fait ses études, elle va soutenir sa licence, en fait, dans la communication, etc., digitale. Donc, ça veut dire qu'elle est déjà dans une dynamique d'évolution. Et il était question pour nous, une fois la ligne directrice trouvée, d'essayer de marquer l'attention du public. On est rentré en studio avec un style un peu particulier qui est le fast style. On a eu la chance de faire une première scène au niveau de l'Institut français parce que l'histoire a commencé par là, l'Institut français de Saint-Louis. Le public a tout de suite pris. Accroché, Tout de suite, j'ai compris, OK, voici la conduite à prendre. Et nous avons eu cette chance de bâtir un projet d'album autour de ça, investir par rapport à l'éducation, parce que le fait de se faire former est hyper important. C'est pas parce qu'on a un aura qu'on doit se limiter. Non, on doit être dans la perfection continue. Et c'est important, en tout cas, c'est un message que l'on lance également aux artistes béninois. Cherchez des coachs, formez-vous. Vous êtes chanteur, cherchez des coachs chanteurs. Formez-vous dans le secteur où vous êtes. Ça vous permettra demain de parler le même langage universel qui est la musique. Sinon, vous allez rester au Bénin et la musique restera au Bénin. J'espère que ça tombera dans les oreilles dans lesquelles ça doit tomber. C'est super pertinent. Maintenant, quel a été ton plus gros challenge dans cette période de recalibrage? Je reviens encore dessus parce que pour les producteurs, ça peut être long. Tu mises sur un talent et tu attends 3 ans avant de lancer. Qu'est-ce qui est le plus challengeant pour toi? Moi, j'ai toujours été dans les challenges.
quand j'étais venu ici au Bénin, après avoir fait la formation, j'ai dit aux jeunes avec qui j'étais, les fidèles, les Fabrice, qu'il était question de voir comment mettre en place une synergie où on va faire vibrer de l'autre côté, vibrer de ce côté-là et s'entraider. Et donc, du coup, la structure s'appelle Premier Pas de l'autre côté. Donc, je ne travaille qu'avec des artistes qui sont connus ni d'Ève ni d'Adam. J'ai donné l'exemple dans le développement. Dans le développement. J'ai donné l'exemple de l'orchestre Djigeni. Quand les filles chantaient ou bien qu'ils jouaient aux instruments, je sortais de la salle parce que ça ne savait absolument rien faire. Mais aujourd'hui, ça vibre d'une façon tellement extraordinaire qu'elle tourne chaque année au niveau international. Là, dès demain, elles seront en tournée internationale pour 6 mois, où elles seront en France, en Suisse et en Allemagne. Ça, c'est important. C'est pareil pour Nabachou. C'est la passion qui détermine déjà la profession. Quand on n'est pas passionné, on ne va pas sortir de l'argent pour investir sur quoi que ce soit. Aujourd'hui, la force de cette passion-là fait qu'aujourd'hui, on a un retour sur investissement. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'associer les sentiments personnels et le travail. Ça, si un producteur veut aller loin, il faut savoir qu'il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour le travail. Nous, c'est ça qui fait notre force. Et la base de la relation, c'est la confiance. Si la confiance n'y est pas, si aujourd'hui cette loyauté n'y est pas, dites-vous que vous ne pouvez pas faire carrière. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on a tenu plus de 3 ans ensemble. Il y a eu énormément de producteurs qui sont venus la voir, sollicités à ce que, voilà, qu'il fasse des productions avec elle, mais elle a été toujours fidèle. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui que nous sommes arrivés là où nous sommes. Ok, donc je me rends compte que sur les projets, ce qui t'intéresse, c'est vraiment de faire du développement. Mais là, c'est vraiment une question purement business et en termes de vision de producteur. Est-ce que tu fais du développement pour, derrière, amener l'artiste à un certain niveau et le revendre, ou est-ce que tu fais le développement en te disant, bah, je prends l'artiste, je le transforme et on va faire le tour du monde ensemble? Quelle est ta vision entre ces deux écoles? Moi, c'est les deux. Ok. Mais à l'heure actuelle où je suis, c'est une vision de business. Okay. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut se dire que nous sommes dans un écosystème où on doit nous considérer comme étant des travailleurs. Si l'Africain ne construit pas des modèles, et nous, nos modèles, c'est les modèles de réussite. Si aujourd'hui, on n'a pas un artiste comme Bobo qui construit des immeubles, etc., de par la musique, la société ne va jamais s'intéresser à cette pratique musicale. Si on n'a pas des Nabachou chez nous qui construisent des immeubles, qui créent des emplois, on va toujours considérer comme étant le secteur un secteur d'amusement. Donc, il faut qu'on arrive à associer passion et business dans ce que nous faisons. C'est hyper important. Donc, à l'heure actuelle, ma casquette de producteur me pousse aujourd'hui à faire de sorte que quand mon artiste sort quelque part, il faut qu'il y ait systématiquement une valeur ajoutée à sa carrière, une valeur ajoutée à sa personne, une valeur ajoutée sur le plan pécuniaire et qui fait qu'aujourd'hui, quand elle va rentrer chez elle, elle va donner des cadeaux à la maman, donner des cadeaux à ses sœurs, etc. Et ils vont la considérer comme étant quelqu'un qui était allé travailler. Et c'est important. Ok. Alors, l'engagement social ou l'engagement politique, c'est quelque chose qui... Est-ce que c'est quelque chose qui est déterminant dans tes choix, que ce soit des choix d'artistes, des choix de profession, des choix de vie? Est-ce que c'est quelque chose qui est déterminant, on dirait? Trop. La preuve, aujourd'hui, je suis dans un lieu de diffusion qui appartient à l'État du Sénégal. Donc, c'est un patrimoine culturel qui s'appelle le Grand Théâtre de Dakar. Donc, pour moi, c'est important. Les acteurs culturels béninois, c'est un message. Votre État du Sénégal, votre président de la République a créé des infrastructures culturelles. Ces infrastructures-là ne doivent pas être gérées par des gens qui ne sont pas passionnés du secteur culturel, qui ne sont pas de la passion, qui ne sont pas du monde culturel. Je suis totalement d'accord. Il faut systématiquement... il faut systématiquement que les acteurs culturels se mettent ensemble, s'identifient ensemble, commencent à consommer, disons, la culture béninoise, commencent à consommer l'expertise béninoise, commencent à se faire confiance
et à s'ouvrir au reste du monde. Ne pas être figé béninois, mais confiance aux Béninois, mais à s'ouvrir au reste du monde. Ce n'est que par ça, aujourd'hui, qu'on va arriver à un changement de développement, mais vraiment, disons, intéressant, en tout cas, dans tous les niveaux. Nous avons compris, en tout cas au Sénégal, que si on veut changer le secteur, il faut que nous, acteurs du secteur, qu'on s'implique à la question de la gestion de la cité. Donc, la question politique, n'ayons pas peur. Quand le président de la République béninois va lancer son projet 2000 quinquennal ou je ne sais pas quoi, pour l'État, pour le pays, il faut que les acteurs culturels arrivent à matérialiser ça de par leurs actions. Parce que la voix du président, certes, porte, mais la voix des artistes n'a pas de frontières. Ouais. Lourd. Et en tant que producteur et acteur culturel, quel regard tu as aujourd'hui sur la scène artiste ou sur le showbiz de l'Ouest africain? Moi, je pense que c'est en plein essor. Là, maintenant, les Africains commencent à comprendre qui ils sont réellement. Ce qui manque, surtout pour la scène ouest africaine, pour moi, c'est les collaborations. Il faut que les gens arrivent aujourd'hui à travailler ensemble. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à briser les barrières parce que nos musiques sont déjà hors des frontières. Il faut que cela se matérialise de par des collaborations artistiques physiques. Il faut qu'aujourd'hui qu'on arrive à dire que nous avons cette possibilité à travers la culture de rendre réelle cette unité africaine-là. C'est bien possible. Nous, on rêve d'avoir un featuring Sénégal-Bénin de par deux artistes qui vont pouvoir se matérialiser. Peut-être ça peut être Nabachou et une autre personne, comme ça peut être d'autres artistes. Mais la problématique ouest-africaine, c'est que nous ne sommes pas encore dans cette mouvance d'échange physique entre nous et c'est le lieu de pouvoir valoriser tout ça pour le bien-être de la diplomatie culturelle africaine. Ok, merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous arrivons vers la fin de l'entretien, mais avant de terminer, si un jeune est inspiré par ton parcours et a envie de faire tout ce que tu as fait, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Deux choses. Première chose, pour moi, ça c'est mon slogan, c'est ça qui a fait ce que je suis, c'est que pour moi, l'émotion crée l'implication. Créons des émotions partout où nous allons. Forcer les autres vont s'impliquer. Et si aujourd'hui les gens sont émus, c'est parce que ce qu'on fait a été calibré, a été choisi, a été bien réfléchi. Allons dans ce sens-là. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose, si on croit à quelque chose, il y a 1000 chances que ça se réalise. Donc, foncez. Structurez-vous, formez-vous, armez-vous et foncez dans vos objectifs. Ok. Et où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Je t'inviterai dans mon pays dans 5 ans. Et je serai dans l'appareil de la gestion de la cité. Ok, d'accord, c'est clair. Ok. Et est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je n'ai pas posée, ou un élément à côté duquel je suis passé que tu aimerais mettre en lumière? Ben, pour moi, tout a été dit. Hein. Je pense que l'une des émissions les mieux suivies ici, en tout cas qui ont un quota extraordinaire, c'est vraiment ton émission, Dani. C'est le lieu de te célébrer. C'est le lieu de célébrer cette initiative-là parce que pour moi, c'est important pour que la culture béninoise puisse avoir une place. Il faut qu'il y ait des médiums comme ça dans les différents médias de ce pays-là. Il faut systématiquement qu'il y ait des animateurs comme Dani qui vont poser des problématiques, qui vont aller dans les profondeurs, permettre à ce que les gens puissent avoir une meilleure compréhension de la chose. Ça, c'est quand même très, très important. Je ne saurais remercier, sans pour autant associer à ces remerciements-là, l'équipe qui m'a fait venir ici au niveau du Bénin. Je veux parler d'Alash Festival. Toute l'équipe Oreille et toute l'équipe, quand je parle de Oreille, je parle de toute l'équipe qui m'ont fait venir au niveau du Bénin, à travers aussi la personne de Fabrice Kossi que je remerciais, le jeune court là dont je parlais, qui se faufile partout là. Aujourd'hui, il a laissé le showbiz, il fait du poulet, mais il revient toujours. Mais en fait, c'est l'art du poulet qui est intéressant. Ça fait partie aussi de la technicité culturelle qu'il a su développer. C'est comme je dis, la culture, elle est tellement vaste et transversale que dans chaque secteur où on se situe, on sent que cette culture-là
a de la valeur. La façon dont vous cultivez vos champs, c'est différent de la façon dont nous, on cultive nos champs. Et ça, c'est toute une technicité culturelle qui fait qu'on est arrivé à ce stade-là. J'ai une question pour la fin, mais j'attendrai à la fin pour la poser parce qu'on parle de culture et on parle d'agriculture, etc. Je poserai ça. Je remercie en même temps Fidèle Dossou, qui aussi a compris que c'est important de s'ouvrir, qui aussi travaille aujourd'hui au niveau du bureau Musique Export. Et pour moi, c'est le lieu maintenant parce qu'on a un point focal qui peut converger tous les acteurs béninois autour. Essayons d'être ensemble. Et pour moi, le filon peut passer par le bureau Export Culture pour que nous autres qui sont à la recherche de production puissent aujourd'hui avoir un point focal qui va centraliser tout ce qui nous vient du Bénin vers les autres continents. C'est important. Soyez ensemble, en tout cas béninois, pour le bien-être de ce pays. Merci beaucoup. Merci. Et ma question, voilà, qui m'a vraiment touché, quand je suis venu ici, j'ai été accueilli. Danny, tu es en train de rire. Là, j'ai beau poser la question parce que chez moi, en fait, quand je vais rentrer, on va me dire, mais c'est quoi le plat national béninois? Et j'aurai ce privilège de dire le plat national béninois, c'est la pâte blanche. Mais la question qui va suivre, c'est qui est la femme qui a cuisiné pour la première fois, qui a préparé pour la première fois la pâte blanche? Danny, j'arrive pas à connaître cette femme. Elle vient de quelle lignée? Elle vient de quelle ville? Ça, je pense que c'est important parce que chez nous, le plat national s'appelle Tchéboudian. Et on sait que ça vient du nord du Sénégal. Et c'est une dame qui s'appelle Pendambaye qui a créé le Tchéboudian. Ah ouais, tu vois, là, tu m'as cloué le bec parce que quand tu as posé la question, je voulais répliquer en disant, est-ce que toi, tu peux me dire qui a créé le Tchéboudian, qui a préparé ça la première fois? Mais tu as la réponse. Je te dis, l'igname. Oui. Non, mais j'ai adoré l'igname. Oui. Et j'ai voulu savoir, mais la femme qui a pilé pour la première fois l'igname, qui a eu cette merveilleuse idée, c'est qui? Non, on ne sait pas. On n'arrive pas à me donner. J'ai vu la statuette qui est hyper jolie, très imposante, des Amazones. J'ai demandé qui est la première femme bagarreuse du Bénin, c'est qui? Mais les noms tardent à venir, donc ça c'est important. On va travailler, ça prouve qu'il y a beaucoup de sujets qu'on doit travailler, qu'on doit approfondir pour notre bien, pour notre culture et pour la valorisation nous-mêmes de notre histoire et de notre patrimoine. Tout à fait. Donc, et c'est ce qui ressort, c'est ce qu'on va garder de notre échange. Tout à fait. Donc, patrimoine, culture et transmission. Tout à fait. En tout cas, retenir que le Bénin représente, je l'ai dit, une menace pour le reste de l'Afrique. Quand je dis une menace, c'est parce que pour nous, le Bénin est en plein essor de développement, en tout cas sur le plan culturel. Vous êtes perçu au niveau des frontières, hors des frontières, au niveau international, comme étant le pays aujourd'hui qui va phagocyter toute cette dynamique culturelle africaine. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience des populations béninoises, particulièrement des acteurs culturels. Impliquez-vous dans la gestion de la cité. Soyez ensemble. Ce n'est qu'ensemble que vous allez arriver aujourd'hui à matérialiser toute cette dynamique, toute cette volonté politique que l'État est en train d'enclencher au niveau international pour que ça soit une réalité. Cette diplomatie culturelle ne sera réelle qu'à travers l'implication des acteurs culturels, en tout cas béninois. Si vous ne le faites pas, nous, Sénégalais... Vous allez venir le faire? Nous, Ivoiriens, on ne va pas venir le faire. Nous, Sénégalais, nous, Ivoiriens, nous, reste pays de l'Afrique, on va vous écraser, point barre. Non, tu sais, si on n'a pas... Aujourd'hui, on recrute des talents. Le Bénin est une terre d'opportunités. Donc, si vous êtes compétent, ne vous en faites pas. Vous avez votre place au Bénin pour participer à ce grand projet. Et on vous accueillera avec beaucoup de plaisir. Tout à fait. Mais nous prendrons conscience. Merci beaucoup pour tes mots. En tout cas, immense, c'est le plaisir renouvelé. Et voilà, c'est une émission à la hauteur. Te remercier particulièrement. Je pense que maintenant, c'est le lieu pour que les sponsors suivent. Oui, c'est important. Il faut que les sponsors suivent. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à asseoir cette émission-là comme l'une des émissions les top incontournables en tout cas de ce pays. Merci à toi, merci à toute l'équipe, merci à tous ceux en tout cas qui m'ont vraiment fait vibrer durant mon séjour au niveau du Bénin. Et bon vent à toi, à tes projets et à ton artiste. On espère vous voir au sommet du monde
Merci beaucoup. Très bientôt. Merci beaucoup. Allez, merci Samba. Merci en tout cas. Bon merci retour. Merci en tout cas. Cotonou Boy Show.